Actualité TVCO, édition du 4 septembre. Bienvenue aux actualités TVCO. Pour vous aujourd'hui à l'émission, tout d'abord, on s'est entretenu avec Clément Turgeon, le directeur général du Festif. On parle bien sûr de la petite affaire qui devient pour eux une grosse affaire et qui devient également une espèce de retour aux sources pour l'équipe du Festif. Donc, on va s'entretenir avec Clément là-dessus. Aussi, on va chouiner en compagnie de Claude Simard qui va nous présenter son nouveau livre qui s'appelle « La langue de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un français qui a du caractère ». On a également voulu savoir qu'est-ce qui attire tant les touristes dans notre région. Alors, Daniel Biru nous a fait un Vox Populi dans les rues de Baie-Saint-Paul la semaine dernière. On va regarder ça. Également, on accueille Rebecca Blot, qui est agente de développement touristique pour les Éboulements et Saint-Irénée. On va parler d'un rallye familial, un rallye entre cratères et fleuves, un rallye finalement qui nous permet de découvrir des nouveaux paysages dans Charlevoix. Alors on l'accueille, on va s'entretenir avec elle. Et enfin, pour terminer l'émission, comme à l'accoutumée, je m'entretiens avec Maxime Jaudoin. On va parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues. Je souhaite à tous une bonne émission. Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif, bonjour. Bonjour. Clément Turgeon, on va parler de la petite affaire, mais honnêtement, avec tous les péripéties que vous avez eues ce printemps puis cet été, on a plutôt l'impression que c'est une grosse affaire. Effectivement, je pense que la petite affaire, c'est un peu ironique finalement parce qu'on se disait, est-ce qu'on appelle ça le festif? Ça va être une petite version du festif. On s'est dit non, on va détacher ça. On va dire la petite affaire, il y a quelques spectacles, mais finalement, il a fallu l'annuler, il a fallu le recommencer. On a ajouté quelques spectacles de plus, donc finalement, c'est peut-être pas une grosse, mais une moyenne affaire. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées dans l'organisation de ça? Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions avec la santé publique, oui, mais ça vous a obligé aussi à réinventer comment on fait des spectacles puis comment on présente des spectacles. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, on a fait les expériences d'écoute, les tournées de porte, fait on s'était déjà reviré de bord un peu. Ouais. Puis là, on s'est dit, on a le droit de faire des spectacles avec des achalandages réduits, ce qu'on faisait déjà normalement. Tu sais, on faisait des spectacles surprises dans des petits cafés à 60 personnes, des trucs comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va se concentrer sur cette proximité-là qu'on fait déjà au festival. Puis l'enjeu, c'est surtout le contrôle de foule, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Nous, on a limité le nombre de consommations. On a des espaces assises aux 2 mètres. Donc, c'est juste de revoir ça puis trouver des manières de contrôler ton public sans que ça devienne tellement contrôlant que le public n'a plus de plaisir. Là. Fait que c'est ça le défi, là, c'est que ça soit sécuritaire, mais que le public soit n'ait pas l'impression d'être emprisonné. Et ce que l'on sait, c'est que le public est présent parce que ça a pris à peine quelques minutes que les 800 places que vous aviez pour vos 13 spectacles, ça s'est envolé. Oui, en vraiment... une minute. Là, en une minute, tous les spectacles du soir étaient partis, puis en 4 minutes, le reste était parti. On a redébloqué quelques billets pour des plus petits spectacles, donc ça a continué à vendre un petit peu, mais en 4 minutes, on s'est regardé, on a dit, bon, ben, le festival est sold out, on passe à autre chose. On a un peu l'impression que vous revenez à vos origines avec ce genre de spectacle-là. Qu'est-ce que ça vous rappelle par rapport, entre autres, à vos premières éditions ou à vos premiers spectacles surprises? Bien, ça rappelle surtout la petite équipe, parce que là, on a dû canceller beaucoup de staff. Puis quand on a fait la première version de la petite affaire qui est annulée, là, on a dû arrêter du staff. Puis là, on était tellement serré que là, on fait tout en petite équipe. Donc moi, je me retrouve à transporter des clôtures, mettre des cônes, faire des horaires de bénévoles, des trucs que je fais plus depuis plusieurs années. Fait que là, on retombe dans cette espèce de micro-équipe-là, puis on a bien du fun. Là. Fait que c'est surtout ça, parce que les spectacles après, même les premières éditions, on faisait pas ça, là, des petits spectacles, c'était une grosse scène. Fait que ce côté-là, c'est presque nouveau pour nous, mais juste de se retrouver en très petite équipe, ça nous ramène à la base. On a quand même des techniciens, on a plein de monde, là, mais on est vraiment moins de monde qu'au festival, c'est sûr. Parlez-moi un peu de la réaction des artistes, parce que vous avez des gros noms, là. Les Trois Accords, Fred Fortin, j'en saute, là, mais les Cowboys Fringants, les Deluxe,
Patrick Watson qui est là, Lou-Adrienne Cassidy. Vous avez vraiment des noms importants. Les artistes, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils sont en manque de se produire, les artistes? Oui, c'est sûr. Comment ça se vit, la relation avec les artistes en cette C'est sûr, tu sais, puis on est chanceux parce qu'on a quand même on a une bonne relation avec les artistes. Ouais. Tout ça, tu sais, je le dis souvent, mais ce projet-là est parti. J'avais une discussion avec le drummer des Trois Accords, on discute souvent parce qu'ils ont un festival de musique qui est organisé par les Trois Accords. Donc c'est le Festival de la Poutine? Oui, c'est ça. C'est celui-là, oui. Fait que là, moi, je parlais avec le drummer des Trois Accords, justement, de nos projets. Puis lui, il a dit, en tout cas, si vous voulez faire un show, peu importe, le seul show qu'on veut faire cet été, si on est pour en faire un, c'est avec vous autres. Fait que là, j'ai fait, ben là, c'est sûr qu'on va faire quelque chose. Au début, on devait faire des tournées de feu de camp avec les Trois Accords. Ils devaient se promener dans les terrains du monde pour faire des chansons. Quand c'était à 10 personnes. Puis là, le projet a évolué tranquillement. Les Cowboys fringants se sont ajoutés parce qu'ils sont amis avec les Trois Accords. Puis là, on a dit, bon, bien, faisons un petit festival. La plupart des gens que vous voyez sur l'affiche, c'est leur seul spectacle cet été. Donc, les Cowboys fringants, les Trois Accords, Patrick Watson, Fred Fortin, les quatre gros déjà, c'est leur seul show cet été. Donc, en plus d'avoir le privilège d'être 50 à 75, vous avez le privilège de voir le seul spectacle. Beaucoup de ces artistes-là font des shows sur mesure. Les Trois Accords, c'est formule feu de camp. Donc, ils se sont réunis, ils ont pratiqué, puis ils ont monté quelque chose qui va se faire à la petite affaire puis qui ne se fera plus jamais, probablement. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui sont uniques. Donc, des spectacles uniques et exclusifs qui vont être là. Est-ce que ça nous donne un avant-goût de comment le festif, puis à quelque part toute l'industrie des festivals va s'adapter parce que on a eu un certain moment cet été, pendant la fin de semaine où devait se dérouler le festif, où on était plusieurs à se dire « Hey, Colin, ça ne sera plus jamais pareil ». Est-ce que c'est peut-être une formule ou en tout cas un début de solution à votre nouvelle réalité? Peut-être. Nous, ce qui est difficile, c'est que normalement, là, la semaine prochaine, on commencerait après planifier la prochaine édition. Je serai en train de confirmer mon staff et tout ça. Donc là, l'enjeu, nous autres, c'est qu'il faut confirmer quelque chose, il faut faire quelque chose pour l'été prochain. Donc la petite affaire, ça se pourrait que finalement, on fasse ça l'été prochain, mais qu'on en fasse 5 ou 6, qu'on fasse des micro-festivals plusieurs fois dans l'été pour avoir un petit peu moins de monde puis mieux contrôler. Fait que nous, ce qu'on fait là, c'est un prototype de quelque chose qui pourrait avoir lieu. Il pourrait avoir la petite affaire 1, la petite affaire 2, 3, 4, 5, 6, puis faire plusieurs événements comme ça. Nous, ça nous permet de travailler, de faire travailler notre monde. Ça nous permet d'engager des artistes puis de continuer à faire ce qu'on aime et de le faire sur plusieurs semaines au lieu de le faire condensé en 3 jours. Clément Turgeon, je vous souhaite une grosse petite affaire dans le courant des 2 prochaines fins de semaine. On n'a pas parlé des billets parce que c'est vendu. C'est complet, il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Puis si les gens savent les sites sont où, soyez respectueux. Si on veut pas de problème, il faut que tout le monde collabore puis respecte le fait que c'est pour les acheteurs de billets. Alors, je vous souhaite une belle petite affaire et au plaisir, Clément Turgeon. Merci. Il paraît que la langue de Charlevoix et du Saguenay est un français qui a beaucoup de caractère. Assez de caractère, en tout cas, pour que 2 auteurs s'y penchent et nous fassent un dictionnaire bien à nous, qui s'appelle justement « La langue de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean », un français qui a du caractère. Et j'accueille là-dessus M. Claude Simard, qui est professeur à l'Université Laval et qui a réalisé ce livre-là en compagnie de Claude Véraud. Alors, d'abord, M. Simard, bonjour. Bonjour. Pour m'inspirer de votre dictionnaire, je dirais, c'est bien d'adon à matin qu'on puisse faire les malavenants ensemble. C'est tout à fait juste. Oui, c'est bien d'adon d'être avec vous autres aujourd'hui. Dites-moi, d'où vous est venue l'idée de faire ce dictionnaire? Regardez, Claude et moi, on s'intéresse à la langue française depuis longtemps et surtout au français parlé au Québec. Et moi, je viens de la région du Saguenay. Claude Véraud vient de la région tout près de la vôtre. Il vient de la côte de Beaupré. Donc, c'est des régions qui nous intéressent beaucoup, qu'on connaît pas mal, qu'on a visitées. Et donc, on est très attachés à ces 2 régions-là. Je dirais que c'est par attachement d'abord qu'on a décidé de faire ce livre-là pour rendre compte du français qui est parlé dans Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est aussi par intérêt professionnel. Nous sommes maintenant à la retraite et ça nous permettait, justement, le temps que nous avons, nous permettait de vraiment faire toutes les recherches pour réaliser ce livre-là. Monsieur Simard, il y a à la fois dans ce livre une espèce de dictionnaire où vous avez recensé des expressions bien de chez nous, et on va en parler, ou en tout cas l'utilisation de mots bien précis pour nous ici, mais vous avez également fait l'analyse un peu
quelle est la qualité du français qui se pratique en région? Parce qu'on a parfois l'impression que plus on s'éloigne des grands centres, plus on s'éloigne du français dit international. Mais une lecture de votre livre nous dit que ce n'est pas vraiment le cas, qu'au contraire, on est très proche du français tel qu'il se parlait au début de la colonie présentement. Effectivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le français le plus standard se parle, par exemple, dans la métropole, à Montréal. Au contraire, les régions ont une richesse linguistique tout aussi grande que ce qu'on observe à Montréal ou à Québec, et particulièrement la région de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on prend simplement la perspective de la norme, du français standard, on peut dire que même sur le plan phonétique, eh bien, les gens de Charlevoix, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont un accent qui se rapproche davantage de ce qu'on pourrait appeler le français standard que les gens de Montréal qui ont des traits de prononciation beaucoup plus marqués. Mais ils ont par ailleurs un dictionnaire de mots qui leur est particulier, qu'ils utilisent en différentes circonstances. Puis j'aimerais qu'on regarde ça. Je vais vous en parler de quelques-uns, puis j'aimerais un peu que vous m'expliquiez l'origine d'où ça vient. D'abord, il y a d'abord une expression là, qui est craire. Hein? Dans la région, là, on dit ben craire, là, ben craire qui arrive telle affaire. On a pris ça où, ce ben craire-là, qui est utilisé? On l'entend souvent, là. Ben craire, on est ensemble, là. Oui, regardez, alors, je vous explique un peu ce qu'on a fait avant de répondre à votre question. D'accord. On a recensé un certain nombre d'emplois, de mots, d'expressions qu'on trouvait caractéristiques de ces deux régions-là. Bon, on avait bien sûr des sources, par exemple des enquêtes, des études, des glossaires, et on a essayé vraiment on a essayé de se limiter à ce qui est vraiment caractéristique. On n'a pas touché l'ensemble du vocabulaire, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous savez, dans Charlevoix, on utilise des mots, des expressions qui sont utilisées par le Québec. Là. Mais on s'est concentré sur ce qui est caractéristique. Et bien sûr qu'on a inclus dans notre nomenclature l'expression « ben craire ». Ben craire, c'est, d'abord, vous savez, c'est bien croire, hein, si on prend le bien sûr. Standard. C'est bien croire. Donc, c'est une expression tout à fait ancienne qui nous vient, c'est un héritage de France, c'est tout. Alors, c'est vraiment, pour poursuivre dans la même veine, c'est vraiment d'Adon, ce dictionnaire. C'est-à-dire que, vous savez, on pense que le français d'ici est très éloigné du français de France. C'est pas tout à fait juste, vous savez. L'ensemble des formes, des mots, des expressions, eh bien, on peut dire que ça vient de France. C'est un héritage de France. Et notre dictionnaire le montre. C'est en majorité un héritage de nos ancêtres qui sont venus ici au 17e, 18e siècle. Juste pour bien... Ça veut pas dire que... Oui? Excusez-moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création. Il y a des mots qui ont été créés ici. Il y a des formes qui ont été créées, vous savez. Mais l'essentiel est vraiment le fond français. Alors, vous me dites, par exemple, que quand on parle de bobette, ça vient plus de notre fond français que d'un régionalisme qu'on a ben là, ici? Vous prenez un mot qui est très particulier, c'est-à-dire que bobette, je ne peux pas dire que ça vient de France parce qu'on ne connaît pas vraiment l'origine de bobette. Donc ça, vous savez, l'étymologie est une science intéressante, mais c'est une science qui ne nous permet pas toujours d'identifier l'origine des mots parce qu'on n'a pas la documentation nécessaire. Bobette, vous savez, ça aurait été créé au début du 20e siècle et ça serait une marque de commerce. Mais ça, c'est une hypothèse. Donc, ce n'est pas vraiment ça un mot d'origine française. Alors, mais il y a des mots donc qui sont vraiment d'origine de chez nous. Puis là, j'en ai sorti quelques-uns parce que je tiens à le dire aux auditeurs, le dictionnaire renferme, on parle de combien? 400, 500, 700 mots particuliers qui ont été recensés dans votre dictionnaire? Le dictionnaire comprend environ 260 articles. Oui. Et à peu près 500 emplois, c'est-à-dire forme, essence, etc. Comme par exemple, et là, on va en regarder quelques-uns ensemble pour donner le goût là, à nos auditeurs de se procurer votre publication. Alors, je ne voudrais pas faire mon gigon, ni mon mal avenant. Oui. Hein? Parce que vous pourriez vous faire du mouron. Hein? Ça se pourrait aussi qu'on se fasse du mouron. Mais là, il ne faudrait pas trop pognasser la patente, là, parce que ça a l'air qu'on la pognasse pas mal. Pouvez-vous me donner... Pognasser, par exemple, c'est quelque chose de particulier? C'est du vieux français ou bien c'est du régionalisme? Je ne sais pas si vous
vous avez remarqué, poignasser, en tout cas, je vérifie, là, mais j'ai regardé dans le dictionnaire, parce que je n'ai pas en mémoire tous les mots, il y en a quand même beaucoup. Oui. C'est un mot qui, encore une fois, est un héritage de France. Poignasser est un héritage de France. Ça vient de poigner, vous savez, qui est un verbe français, là, qui veut dire prendre. Et bon, on a ajouté le suffixe assez. Mais c'est un autre exemple d'un héritage français. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on traite quelqu'un de gigon? Au bain de colon, ça aussi, je pense qu'on l'a quelque part. Le mot colon, je pense que je vais vérifier, mais le mot colon est vraiment trop répandu sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas vraiment un emploi spécifique de ces deux régions-là. Vous savez, le mot colon va s'employer un peu partout. Donc, il n'est pas dans le dictionnaire. Le mot gigon, oui, il est dans le dictionnaire. Puis il y a zozon aussi, je pense. Un mot caractéristique, le mot gigon, oui. Le mot gigon, vous savez ce que ça veut dire, un gigon, oui? Oui, il peut être malavenant aussi, le gigon, là. Un gigon, c'est vraiment quelqu'un, vous savez, qui, n'est pas très, très recommandable. Est-ce que je pourrais dire, pour reprendre une de vos expressions, qu'un gigon est un malcommode qui est parti en bastringue? On peut-tu dire des choses comme ça? J'avais le temps d'utiliser toutes sortes d'expressions de façon très, très colorée, c'est bien. Mais gigon, regardez, c'est une origine obscure. On ne sait pas exactement d'où ça vient. Et puis, mais c'est vraiment drôle parce que vous sortez des expressions qui, moi, me rappellent en tout cas certains éléments. Comme par exemple, on peut dire que le temps, et ça, nous ici, on cueille les bleuets, mais ce que votre dictionnaire nous apprend, c'est qu'il y a des bleueteux. Oui, il y a des bleueteux, oui. Il y a des bleueteux qui cueillent les bleuets. C'est quelqu'un qui... Donc, le temps, on peut dire le temps des bleuets est terminé ou il n'y a plus de bleueteux. C'est ça, oui. Il va y avoir des bleueteux qui vont aller dans les bleuetières ou encore qui vont aller cueillir les bleuets sur les crans. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression cran, un cran. Oui, le cran étant le cap rocheux. C'est ça, c'est un cap rocheux, vous savez, où souvent on trouve des bleuets. Alors, on parle par exemple de bleuets de cran. Je dirais bain-crère. Bain-crère, c'est une autre chose qu'on retrouve dans votre dictionnaire, bain-crère. Mais ça, bain-crère, il est employé comme une expression. Bien sûr. Bain-crère, c'est bien ça, le sens de bain-crère. C'est exactement ça, vous l'avez parfaitement. Est-ce que vous venez de la région? Oui, un peu. Mais je voudrais vous dire quand même, toujours pour jouer avec les mots, que je ne fais pas partie de la catégorie des manches balustres. Ah! Non, je l'espère pour vous. Parlez-moi, c'est quoi ça, un manche balustre? Parce que mon père disait ça, c'est des mangeux de balustres. Ça fait référence à la balustrade à l'église, là, vous savez. OK. Là où on allait prendre la communion, là. Alors, un manche balustre, c'est quelqu'un qui est vraiment bigot, là, qui est trop religieux. C'est une piété excessive. OK. Comme on peut voir, il y a beaucoup à voir et à lire et à s'amuser dans votre dictionnaire. J'aimerais vous demander, à travers tout ça, là, vous en avez répertorié plusieurs centaines. Quelle est l'expression qui vous apparaît la plus caractéristique de notre français qui a du caractère? Oui, je vais vous dire, moi, vous savez, je viens de la région, c'est difficile de donner un mot. Il y en a bain-crère. Je dirais que ce qui nous caractérise dans le discours ordinaire, c'est le mot cher. Cher? Ah, cher, c'est bien sûr, cher. Cher. Écoute bien cher. Écoute-moi bien cher. Là. Écoute-moi bien cher. Là. Hein? Cher, nous autres, il n'est pas dans le sens de dispendieux, hein? Pas du tout. Vous savez, c'est un mot qu'on utilise pour attirer l'attention de la personne à qui on parle. Vous savez, de l'engager dans son discours. Écoute, cher, hein? Ça vient du mot cher, qui veut dire cher ami, cher, etc. Est-ce qu'on rajoute à ça, est-ce que c'est particulier à notre région? Écoute, cher, là. Ça, c'est oui. Il y a un là aussi qui doit rentrer. Est-ce que ça, c'est un régionalisme ou c'est répandu un peu partout? On sait que c'est très présent au Saguenay, là. Le mot cher, comme tel, dans cet usage-là, c'est très typique de Charlevoix du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne rencontre pas ça ailleurs. Pas vraiment. Ça, c'est comme faire simple, ça? Est-ce que c'est comme faire simple? Là, regardez, là, ça, c'est autre chose. Le mot là, comme, vous savez, marqueur du discours, c'est employé au Québec. Vous savez, on va dire
Bon, ben là, je suis allé là, puis après, je suis... Bon, etc. Mais le redoublement, là, est devenu un trait caractéristique du Saguenay, Lac-Saint-Jean, notamment à cause du maire Tremblay. Vous le connaissez, le maire Tremblay? Mais le là, il veut dire maintenant. Pardon? Le là veut dire maintenant. Oui, mais c'est une façon aussi de marquer le discours. Vous savez, c'est un marqueur. Là. Ça n'a pas beaucoup de signification. C'est simplement pour attirer l'attention de la personne à qui on parle. Alors, le redoublement là, et la façon de le prononcer aussi. Ouais. Vous savez, les Québécois vont dire là, en général. Là, grave. Hein, c'est là. Hein? Alors que les gens de Charlevoix, les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean vont utiliser un A beaucoup moins grave. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît plus facilement. C'est pas là, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez la différence là. Alors, c'est à la fois l'usage de ce mot-là et à la fois sa prononciation qui caractérise là, le français de chez nous. Bien, M. Simard, merci pour ce premier tour d'horizon de notre langue qui a du caractère dans notre région. J'invite les gens, bien sûr, à consulter ça. Il y a plusieurs mots. Et puis, on voit, bien sûr, que l'utilisation qu'on peut en faire au quotidien nous rappelle également que les origines de plusieurs de nos mots partent de la colonie comme telle et sont demeurées dans notre langage populaire. C'est ça, oui. Monsieur Simard, encore une fois, merci et au plaisir de vous avoir à nouveau avec nous. On va arrêter de faire les colons, là. Au revoir. Allez, au revoir, cher. Salut, là. Salut. Au revoir. Salut, bye. Non, mais qu'est-ce qui attire les touristes chez nous? On s'en doute un peu, mais on a voulu en savoir plus. Alors, Daniel Biru, notre journaliste, s'est promené dans les rues de Baie-Saint-Paul à interviewer quelques touristes. Il nous a préparé un Vox Populi et on regarde ça à l'instant. C'est vraiment beau, puis il y a beaucoup de choses à faire et il y a des baleines et tout. Donc, on va peut-être passer la journée ici, fin de la soirée, peut-être aller faire dodo d'un endroit ici. Ou un endroit pour souper. Aussi en même temps. Donc, très bon coin. Nous autres, on aime bien les shows des galeries d'art, puis les petits commerces de même. On aime ça. On aime ça, voir ces choses-là. Donc, c'est ça qui nous a fait dire, OK, Baie-Saint-Paul, on vient, on est en vacances, on vient, on en profite toute la journée. Il fait beau, parfait, ça. Mon nom est Rita Amabili, bonjour. Je viens de Mont-Saint-Hilaire. Nous avons l'habitude de venir dans les environs, Baie-Saint-Paul, Charlevoix, en entier finalement, parce qu'on aime l'endroit, on aime voir les choses dans les boutiques. On aime aussi se promener et voir les paysages magnifiques. Ça fait probablement au-dessus de 30 ans, 35 ans qu'on vient ici, là, qu'on passe quelques jours. Mon nom est Vincent, je suis originaire des Laurentides, donc rive nord de Montréal, près de Oka, à Pointe-Calumet précisément. En fait, c'est le défi des 5 sommets que je fais avec mon ami ici. Donc, c'est vraiment ça qui nous a attirés dans la région. Donc, on a passé du temps dans le parc des Grands Jardins, les Hautes-Gorges, puis là, on est à Baie-Saint-Paul pour une soirée restaurant, bonne bouffe et tout. Parents were doing a trip to Quebec City, to Saguenay, and to see the belugas down into the Sac. So we basically drove from Toronto down here. We just stopped along the way in the towns as we went, for a week. It's pretty similar to how we normally would travel, because we're just in a car, right? And then we're stopping by, and there's smaller towns. Like being in Toronto, it's a lot more draconian than it is here, right? I feel even with some of the regulations, so it's only wearing a mask in and out of restaurants, right? But mostly everything else is the same. It's not too affected. Yeah. Pour voyager, sortir de la maison. Puis l'année passée, j'ai fait la Côte-Nord, puis la Gaspésie. Puis cette année, j'ai dit je vais aller plus dans les terres au lieu de rester sur le bord de l'eau. On est venu de ce côté ici. On est en camping avec eux autres, ma belle-sœur. Puis nous, on est venus l'année passée. On est venus ici. Puis on a tellement aimé ça qu'on a dit on va revenir. Fait que j'ai lancé l'invitation à ma sœur, à toute la famille. Puis on a décidé de venir. Fait qu'on est au camping du Gouffre. C'est un très beau camping, on aime ça, on est très bien. On peut amener les animaux, on a un chien, on est content. Fait qu'on va probablement revenir l'année prochaine. Nous autres aussi. Le comité touristique Les Éboulements Saint-Irénée a préparé un road trip entre fleuve et cratère. Et on accueille son organisatrice en chef, Rebecca Blot. Bonjour, Madame Blot. Bonjour, bonjour. Bienvenue à TVCO. Merci, c'est un plaisir pour nous. J'aimerais déjà savoir
D'où vous est venue l'idée d'organiser un rallye automobile? Bien, à la base, on voulait faire vraiment une activité qui allait favoriser une relance des activités touristiques et culturelles. Donc, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a porté cette idée-là. Aussi, au départ, quand on a fait la conception de cette activité-là, c'était en mai-juin. On était encore en pleine COVID. L'appel au tourisme, on ne pouvait pas encore le faire. Donc, on a vraiment voulu faire une activité dans laquelle on allait pouvoir rejoindre les Charlevoisiens. Et puis ouvrir éventuellement au tourisme, là, mais à la base, c'était vraiment une activité destinée aux Charlevoisiens pour favoriser la découverte des attraits. On vit à côté des attraits, mais on oublie qu'ils existent. Donc, on a voulu faire des petits parcours thématiques dans lesquels on pouvait faire le tour d'une dizaine d'attraits touristiques du secteur Les Éboulements-Saint-Irénée. Je pense des fois au Moulin banal des Éboulements. Oui. Tous ces attraits-là, on vit à côté, mais on oublie qu'ils existent. Donc, là, on voulait vraiment faire sortir nos Charlevoisiens pour qu'ils découvrent le secteur, qu'ils deviennent eux-mêmes aussi, en quelque sorte, des ambassadeurs là, du secteur Les Éboulements-Saint-Irénée. Alors, pour ceux qui n'ont jamais participé à ce genre de rallye, comment ça fonctionne, un rallye? Comment ça fonctionne? On se présente à un endroit, puis c'est le premier arrivé qui a fait la tournée, où il faut avoir les bonnes réponses aux questions. Parlez-moi un peu de la formule que vous proposez. Il y a des rallyes où il y a une certaine compétition qui s'installe. Ouais. Nous, on a voulu vraiment éviter tout ça parce qu'avec la COVID, on voulait éviter les rassemblements. Donc, on n'a pas voulu mettre de course en tant que telle, course de temps pour remplir Donc, c'est le pas rallye. compétitif, c'est participatif. C'est participatif. Donc, le rallye se fait au rythme des personnes. C'est à partir de 10 heures le matin. Ils peuvent arriver à 10 heures, ils peuvent arriver à 11 heures, à midi, à 1 heure. C'est leur choix. Nous, on va être là pour les accueillir au point de départ. Et le point de départ, on le mentionne, c'est le Musée maritime de Charlevoix. Exactement. OK, à Saint-Joseph-la-Rive. Exactement. Oui. Et puis, c'est la journée d'accès gratuit aux institutions muséales. Donc, la visite du Musée maritime, elle est gratuite. Et puis, il y a une question du rallye qui est en lien avec le Musée maritime de Charlevoix. Maintenant, on parle d'un formulaire virtuel. Comment ça fonctionne? On part avec notre tablette? Comment vous avez organisé ça pour qu'on puisse répondre et suivre le trajet? Répondre aux questions et suivre le trajet? On fait le dévoilement de l'itinéraire la veille du rallye, soit le samedi, le 5 septembre, en ligne sur la page Facebook du comité et sur la page Facebook de l'événement. Oui. Donc, les gens vont pouvoir aller le chercher, ils vont pouvoir l'imprimer s'ils le souhaitent. Sinon, oui, ils peuvent tout à fait faire le rallye avec leur téléphone cellulaire et puis suivre les questions directement sur leur téléphone. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de question? Est-ce que vous pouvez m'en révéler une avant le rallye, parce qu'on sait que c'est le 6 septembre prochain que ça va se faire? Oui. Quel genre de questions on pose dans un rallye? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Ça dépend vraiment de chacun des sites. J'en ai un que j'aime particulièrement. Et puis, le thème de notre rallye, c'est culture et panorama splendide. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant là, les grands panoramas de notre secteur, les Éboulements-Saint-Irénée. C'est des côtes, des points de vue, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on a collaboré avec l'artiste Capelier, qui est aux Éboulements, une artiste peintre. Et puis, eux, ils ont énormément de tableaux qui représentent des paysages des Éboulements et de Saint-Irénée. Donc, on a créé une liste de questions qui portent directement sur des paysages. Les tableaux vont être exposés à l'extérieur de la boutique, donc les gens ne seront pas forcés de rentrer dans la galerie. Mais il y a un lien entre le tableau et le paysage. C'est la question du rallye va tourner autour de ça. Oui, on demande en fait aux gens d'identifier le lieu qui est représenté sur le tableau. OK. Voilà. OK. Et il y aura combien de stations à ce rallye? Donc, combien d'événements, combien de lieux, combien de questions? Cette fois-ci, on a 12 lieux. 12 lieux? OK. Pour 11 questions. Donc, il y a une question qu'il faut faire 2 lieux. Et pour un trajet qui a une distance de... Est-ce qu'il y a une distance approximative? Maximum 35 km, le parcours. Et c'est ouvert à toute la famille? Bien sûr, oui. Toute la famille, c'est familial. Les questions ne sont pas trop difficiles. On voulait vraiment que ce soit accessible pour les familles, pour les jeunes, que les jeunes aient du plaisir à faire le rallye. C'est sûr, ça demande un accompagnement des parents. Là. Il y a des questions un peu plus difficiles. Il faut que les parents orientent un peu. Mais oui, c'est familial, c'est accessible à tous, c'est gratuit. Ça va prendre une demi-journée maximum, faire l'entièreté du rallye. Oui. Et puis, la raison pour laquelle on a mis ça en une demi-journée, une douzaine d'arrêts, c'est parce qu'on veut que les gens profitent vraiment de l'activité pour visiter les attraits qui les intéressent. Donc, une fois qu'ils vont
Il y a un des sites qui est la plage de Saint-Irénée. Si les gens veulent prendre le temps de relaxer sur la plage, ils auront le temps de le faire. Bien, écoutez, c'est une très belle initiative. On rappelle les coordonnées pour tous ceux qui veulent participer. Donc, ça se déroule, ça, le dimanche 6 septembre prochain. Tout à fait. L'itinéraire est dévoilé la veille, le 5 septembre, en soirée, sur la page Facebook du comité. C'est gratuit? C'est tout à fait gratuit. C'est accessible à tous. C'est à faire à votre rythme et c'est en toute liberté. Et puis, la page Facebook, c'est facebook.com/leséboulements.Saint-Irénée. Et on rappelle qu'en ce dimanche, l'accès au musée est gratuit un peu partout au Québec et vous nous proposez des beaux lieux à visiter. Alors, je vous souhaite beaucoup de participation sur Rallye et merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues. Et à cet effet, comme à chaque semaine, ça fait plaisir d'accueillir Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Salut Martin. Maxime, bienvenue. Tout d'abord, parlons un peu de la scène locale. Oui. Le Honda Charlevoix Open, c'est au golf, ça, donc c'est un tournoi de golf. Oui, un tournoi de golf. Il en reste encore un peu à faire avant que la saison officielle prenne fin. D'habitude, c'est au mois d'octobre-novembre, quand les grands froids s'en viennent. Bien sûr. Donc oui, ça se passe au Maribé à la Malbaie. Alors, jusqu'à présent, on parle de 100 joueurs inscrits. Et par rapport à l'année passée, on a pratiquement le même nombre de joueurs d'inscrits. Donc, on n'aura pas tout perdu, malgré, encore une fois, la COVID. Et le tournoi se déroule quand? Oui, donc ça va s'en venir en fait, c'est en fin de semaine. OK. C'est ce week-end-ci, là. Rapidement, les dates, là, sans me tromper, 7, 8, 9. 7, 8, 9, c'est ça, oui. exactement. Donc, il y a des titres à défendre parce que l'an passé, du côté des hommes, eh bien, c'est Michel Roy qui avait été couronné champion. Et pour les femmes, on parle de Mme Marlène Desbiens qui avait été là. Donc, eux vont défendre leur titre et les autres vont tenter de l'acquérir, de le voler, comme on donc, dit. ce week-end, au club de golf Maribé. Oui, à surveiller. Par ailleurs, la saison de Balmol de Baie-Saint-Paul est repartie. Oui, alors... Ça sera pas long avec le froid qui s'en vient. Oui, bien c'est ça. Bien écoutez, c'est donc le terrain de balle qui est derrière l'école Saint-Aubin. C'est là que les activités se font. Oui. Alors, justement, hier, il y avait quelques boutades qui ont été lancées comme quoi que la saison, ça va être 3 matchs parce que le froid va s'en venir. Mais quand même, hier, ça a été lancé. Et je peux dire que le monde a eu beaucoup de plaisir à jouer, même que tous les joueurs, de 1, avaient mis une croix sur la saison parce qu'il y avait le virus. Absolument. Mais il y avait aussi des travaux qu'on se demandait, ça va-tu aboutir? Ça a été fait, donc ça a été passé. Alors, officiellement, depuis hier, on a une saison. Vous me dites des travaux. Il y avait des travaux sur le terrain? Oui, il y a des travaux qui ont été... Au niveau, il y avait le banc des joueurs. On a rajouté un filet de sécurité pour les voitures parce que les balles commençaient dangereuses, les fausses balles. Donc, il reste encore des petits travaux à faire, je vais dire mineurs, mais globalement, à 95 % la totalité est faite. Parmi les autres bonnes nouvelles, il y a le retour de la boxe. Puis c'est un des derniers secteurs à s'être déconfiné au Québec. Ça. Oui, absolument. Bien, la boxe, et là, on pense aussi à Sébastien Bouchard, qui est Notre originaire de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, qui, lui, recommence à pratiquer son sport parce qu'il avait dit, il dit, rester à la maison pendant 3 mois, ça devient long. Tu sais, t'as beau... Mais lui, il était blessé avant la COVID. On avait aussi une petite blessure, donc on s'est remis. Tu sais, des fois, on s'entraîne, mais c'est sûr que c'est pas le même beat que de recommencer l'action. Donc, pour lui, ça va lui faire du bien. Et Sébastien Bouchard, lui, honnêtement, ne reproche rien à la santé publique, mais la seule affaire qu'il peut reprocher, c'est un petit peu l'incohérence dans les phases de déconfinement qu'on aurait. Est-ce qu'on aurait pu le ramener plus tôt? Peut-être. C'est la seule chose que lui peut un peu dire, c'est plate, mais... Alors, on devrait avoir des dates de combat pour Sébastien Bouchard bientôt. Oui, alors lui, il espère revenir sur le ring. Là, on parle du mois de novembre, soit à Québec ou encore à Montréal. Ça reste à finaliser. Bien, souhaitons-le parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de boxe qui vont être contents de voir que ce sport reprend. Oui. Et moi, je suis un amateur de football. Je suis très heureux de savoir que la saison de la Ligue nationale de football reprend le 10 septembre, c'est dans quelques jours. Oui, le 10 septembre. Donc, on a parlé jeudi prochain, si la mémoire est bonne. Donc, entre guillemets, le vrai football qui recommence. Façon de parler. On l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça. Alors, on va avoir un affrontement entre les Texans et les Chiefs de Kansas City qui vont ouvrir le bal. Oui. Et à la fin, où on avait eu dans le monde du football que 10 cas de COVID recensés, mais c'est rien d'alarmant là, pour tout canceller. Donc, et même que probablement que ces 10 cas-là, à l'heure actuelle, sont déjà guéris. Mais, ça se pourrait. Eux, la Ligue nationale de football, ils ne sont pas dans la bulle comme les joueurs de basket ou les joueurs de hockey. Non, il n'y a pas de bulle. C'est les stades comme tels. La seule différence, c'est que certaines équipes vont accueillir des spectateurs, d'autres non, avec le port du masque. Mais non, à part le hockey et le basketball, honnêtement, il n'y a pas eu de bulle comme telle. On ne sentait pas, je pense, le besoin de le faire.
Mais il n'y aura pas de spectateurs dans les stades. À part quelques équipes. Je pense que les Steelers de Pittsburgh vont l'autoriser, mais à quantité réduite Un et peu au port comme du a fait masque. l'Impact à Montréal. Exactement. Là, on parle de 200, 300 personnes dans un stade de 20 000 pour Oui, c'est l'Impact, ça. mais de plus On pour va le peut-être football, y aller peut-être à peu près 5 000, mais l'important, ça va être le port du masque. Là, pour les Steelers, je parle. Pour les autres, ça reste à voir, mais les Steelers, eux, vont l'autoriser. Donc, avis aux amateurs de football, ça reprend le 10 septembre en espérant que ça tienne. Oui, on va le souhaiter. En espérant que ça tienne. On va le souhaiter. En terminant, oui. Parce qu'on ne peut pas parler de sport au Québec sans parler du Canadien. Ben non, c'est sûr que Alors, non. il y a une petite note, une question que tout le monde se pose. D'abord, qu'arrive-t-il à Max Domi? Ouais, on va l'avoir, on ne l'aura pas, Max Domi. Oui, Max Domi, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il allait partir. Par contre, Max Domi, de un, lui, il a changé d'agent, a un nouvel agent. Ce n'est plus Pat Brisson, il a changé d'agent. Son nom m'échappe, vous m'excuserez. Mais oui, il a déclaré que son cœur est à Montréal, il veut rester. Par contre, Max Domi, lui, je pense qu'il veut cibler un contrat à long terme de 6-7 ans. À Montréal, c'est peut-être plus 1 à 2 ans qu'on va avoir à lui offrir. Là, on dit si vraiment il veut rester à Montréal, comme il le dit, il devrait accepter le contrat qu'on va lui offrir. Mais oui, c'est officiel qu'il veut rester à Montréal. Mais par contre, il y a des rumeurs qu'il enverrait peut-être à Chicago dans les prochains jours. Donc, ce n'est que des rumeurs, rien de confirmé. Mais oui, tenez-le vous pour acquis que Domi veut rester à Montréal. Mais ce qu'on entend, son cœur est à Montréal, mais ce qu'il écoute, c'est son portefeuille. Comme tous les joueurs, je veux dire, l'argent est important. C'est son portefeuille qui va C'est son portefeuille qui va. Mais encore là, comme on dit, si le joueur veut réellement, comme il le dit, rester à Montréal, dans ce cas-là, l'argent devrait être secondaire. Je ne veux pas dire sans trop parler, là, mais s'il veut vraiment rester, il l'accepterait peut-être 2 ans de contrat. À suivre. Oui, absolument. En terminant, Maxime Jodoin, le Canadien a fait l'acquisition d'un deuxième gardien pour venir en renfort à Carey Price qui, tout le monde le dit, jouait beaucoup trop souvent. Exactement. Oui, on parle de Jake Carlin qui, lui, vient de Saint-Louis, donc un bon gardien. Là, par contre, c'est un contrat d'1 an à un volet à peu près 5 millions sur la masse salariale. Donc, c'est bien. Par contre, là, c'est sûr que ça nous fait 15 millions de dollars juste dans les filets. Sur une masse salariale de? De 81 millions, si ça n'a pas bougé. Donc une bonne partie de la masse salariale pour 2 gardiens. Oui, ça paraît beaucoup, mais par contre, Jake Carlin, on l'a 1 an. Donc, si jamais ça ne fait pas avec lui, à la limite des transactions, on pourrait l'échanger et gagner son salaire. Donc, comme je vous dis, 15 millions, c'est peut-être beaucoup, mais c'est juste 1 an. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Si ça ne fait pas l'affaire, on le retourne et ça finit là. Alors, voici ce qui clôt notre entretien régulier sur le thème du Canadien. Absolument. Maxime Jodoin, merci beaucoup et on se revoit bientôt pour continuer à parler de sport ensemble. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est tout pour l'émission d'actualité cette semaine. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine.